Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai toujours eu l'impression d'être ce gars quand on est trois à marcher dans la rue. Je suis jamais aligné avec les gars, je suis toujours un peu derrière. Et dès que j'avance, je sens que je gêne les deux autres qui sont sur les côtés. J'arrive pas à être aligné avec les trois, donc je m'impose pas, je reste derrière. Voilà, je suis ce gars-là. Il revient 4 ans après le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble et 4 ans après le premier épisode tout court de ce podcast en fait. J'ai le plaisir de rediscuter avec Kian Kojandi que vous avez probablement découvert dans Bref dont il jouait le personnage principal et qu'il a co-créé avec Navo. Juste après cet énorme succès et toujours avec Navo, il a créé Bloqué puis Serge le Mito. Parallèlement, il a joué son très chouette spectacle Pulsion partout en francophonie. Il est maintenant dispo sur YouTube avant d'enchaîner avec un nouveau show Une bonne soirée juste avant le Covid et de lancer les vidéos Un bon moment où Kian et Navo reçoivent plein d'invités très différents dans plein de domaines, que ce soit l'humour, la musique, les médias. Et là j'ai profité de la venue de Kian en Belgique pour me poser avec lui une petite heure et parler de plein de choses, de la fin de la tournée d'Une bonne soirée et du début de l'écriture de son prochain spectacle. D'ailleurs il m'a pitché une des idées qu'il voulait développer et c'est assez zinzin. On a parlé du regard qu'il a sur ses toutes premières blagues, de stress, est-ce qu'il a encore peur quand il essaye de nouvelles idées ou est-ce qu'il a encore peur d'avoir peur quand il est sur scène comme c'était le cas avant, de comment ne pas devenir un vieux con, de sa nouvelle vie de papa puisqu'il a eu un petit garçon et de comment sa vision de l'amour a évolué ces dernières années, de comment il exprime sa colère parce qu'il a l'air d'être tout le temps dans la gentillesse, dans la bienveillance et tout et donc je me demandais s'il avait les bassesses normales qu'ont les êtres humains. Et puis on s'est demandé au fond c'est quoi la réussite. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va déjà ? Bah super, t'as changé la musique, t'as plus les droits. Ça Bah, devient disons, sérieux maintenant. Avant c'était juste un simple les podcast. Maintenant ils en disent bah attends, maintenant il y a des droits maintenant. Non, ils me l'ont jamais fait remarquer, mais c'est moi qui me suis dit, tu sais quoi, là on va commencer à mettre de la pub et tout, donc faut arrêter de déconner, tu vois. Mais non, ouais, j'ai dû changer ça. Mais donc comment ça va toi ? Là t'es à Bruxelles pendant quelques jours. Super, mais attends, c'était il y a 4 ans, c'était le premier, non ? Ouais, c'était le tout premier. En fait, j'avais pas encore de podcast. Et je m'étais dit, si Kian dit oui, vas-y, je le lance. Et ouais, c'était il y a 4 ans. C'était au rodage de Une bonne soirée. Exactement, ouais. Bah, c'est la dernière, là, ce soir. La toute dernière. T'en fais une à Londres encore ? Ouais, j'en fais une à Londres, mais c'est la dernière européenne. J'aime bien dire. Ma tournée européenne s'arrête là. Oh là là. Elle a commencé là, elle s'arrête là. Maintenant, c'est bon, le Brexit, c'est bon, c'est plus en Europe, du coup, on peut dire. Ouais. Après, tu fais la tournée mondiale, en fait. Elle a déjà fait la tournée mondiale. Mais tu veux que je te dise, je fais des tournées mondiales francophones. C'est comme si tu t'atténues tout de suite. C'est la tournée mondiale francophone. New York, non ? J'aurais aimé, mais pas pour ce spectacle, prochain spectacle. Peut-être avec plaisir. Ça ressemblait à quoi ces 4 ans ? Ah, j'en mets. Plein de compréhension sur moi, sur la scène, des trucs que j'ai compris qui m'ont beaucoup aidé en tant que comédien sur scène. Après, je me suis marié entre-temps, tu vois, il y a plein de trucs. L'histoire que je raconte, c'était ma vie, ça n'est plus ma vie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, t'évolues et le Covid a tout décalé, donc du coup, on a tout décalé d'un an. Tout ce qu'on voulait faire avec ce spectacle. Du coup, là, je sais pas, je repars. Je suis content, je suis un peu excité de terminer parce que je me dis, cool, je vais repartir à zéro. Et je me dis, la même question, est-ce que j'arriverai à faire aussi performant en termes de rire, aussi, tu vois, aussi... Mais tu vois, tu disais déjà ça après Pulsion. Exactement, c'était la même chose que je me disais. Exactement. Et ben je repars dans cette question, on repart à zéro, est-ce que j'arriverai à continuer à surprendre ? Et voilà, on va essayer de surprendre, toujours. Donc je repars là, je fais soirée première fois le 13 février. Ah, donc tu reprends le même concept, enfin le même principe. Ouais. Tous les mois, tu fais première fois. Je fais 5 minutes, 10 minutes et je crée un spectacle avec ça. Et là, t'as déjà commencé à checker les idées ou t'as encore rien ? Ouais, j'ai 2-3 idées, mais j'ai rien de vraiment... J'ai rien de bien convaincant pour l'instant. Mais j'ai une super histoire où... je te fais le pitch si tu veux. Vas-y. Est-ce que le pitch est bien, tu me dis ? D'accord. Un jour, mon père appelle ma mère. À ce moment-là, j'ai 4 ans. Il dit, je suis à Paris. Ce soir, je te ramène une surprise. Il est revenu avec un gamin de 10 ans. Et c'était Navo. Allez ! T'imagines ? Non, mais c'est fou, hein. C'est fou. Attends. Et voilà, fin du pitch, début de l'histoire. Il est revenu avec un gamin de 10 ans. Et attends, pourquoi c'est pas dans ton premier spectacle ? Pourquoi tu t'es pas dit c'est l'histoire de ma vie ? Parce que je m'en suis rappelé il y a pas longtemps de cette histoire. Et je me suis reposé la question et je suis allé jusqu'au bout de cette histoire. J'ai appelé tout le monde, j'ai appelé jusqu'en Iran pour savoir d'où ça venait cette histoire. Pourquoi j'avais un deuxième frère ?
Pourquoi j'en ai plus du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah, donc c'était ton frère? Je sais pas. On verra. Oh putain. Ok. Abonnez-vous à mon OnlyFans et vous aurez toutes les informations qui sont nécessaires. Ok, et donc là, c'est un truc auquel c'est juste une histoire ou t'as envie de faire tout un truc autour de ça? D'accord. En tout cas, j'ai une bonne base, là, j'ai un bon truc. Ah bah ouais. Mais cette histoire, elle est assez folle. Elle est folle quand tu y penses. Elle est folle. Mais plus je creuse dans mon enfance, plus je me dis que mes parents étaient un peu différents. Différents comment? Je sais pas, ils étaient différents. Je vois bien que j'ai pas eu l'éducation d'Aurélien Fallon, mon pote. J'ai pas eu la même éducation, quoi. J'ai pas eu la même constance, tu vois. Je pense qu'il faut avoir un peu de constance, tu vois. Maintenant que je suis papa, j'essaie de me dire, bon, la constance. Voilà, on essaie d'être constant. Et toi, pourquoi c'était pas constant? Bah, je sais pas, parce que ça changeait beaucoup, quoi. Tout était un peu cyclique, chez moi. Donc, ça n'a pas fait un être. Je ne suis pas un être pas cyclique, je suis un être cyclique, du coup. Donc, il y avait un truc. Il y avait un truc de pas dire. Moi, j'ai grandi dans le faut pas dire, le tabou. Mais bon, toutes les familles, c'est comme ça. Il faut pas dire, faut rien dire. Non, mais on n'explique pas aux enfants. Les enfants, de toute façon, après, ils oublient. C'est l'inverse de Freud, quoi. Mmh. Donc, l'inverse de la psychologie moderne, d'ailleurs. Ne pas expliquer, ne pas comprendre, ne pas parler, ne pas, tu vois. Moi, j'ai grandi dans un endroit où j'avais pas la place. Donc, on me laissait pas trop la place. Donc, c'est l'impression d'enfant. Après, tu sais, c'est peut-être pas la vérité. Mmh. C'est peut-être ce que tu interprètes de la réalité. Mais après, tu vois, quand t'es parent, tu dois aussi essayer de comprendre ce que ton enfant comprend de la vie. Pour essayer de lui dire, voir s'il fait fausse route ou pas, lui dire non, mais attends, dans la famille, t'as le droit de dire ce que tu veux, tu vois. Je pense que je poserais des questions à mon enfant en disant, mais ça va, comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu peux tout dire? Et s'il dit, non, je peux jamais parler, j'ai l'impression que vous me jugez, je fais, bah attends, on va en parler, parce que justement, moi, je suis pas, tu vois, d'essayer de devancer un peu les problèmes d'un enfant. Donc, C'est pour ça que tu parlais vite? Ouais, c'est pour ça que je parlais vite, ouais, parce que j'avais pas la place. C'est pour ça que j'ai commencé à développer. Mais même, j'ai toujours eu l'impression d'être ce gars, quand on est trois à marcher dans la rue, sur un trottoir, je suis jamais aligné avec les gars, je suis toujours un peu derrière. Et dès que j'avance, je sens que je gêne les deux autres qui sont sur les côtés. J'arrive pas à être aligné avec les trois et donc je m'impose pas, je reste derrière. Et donc j'écoute d'une oreille en disant quoi? Vous parlez de qui? Ah ouais. Ah, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Voilà, je suis ce gars-là. C'est pour ça que tu as fait du stand-up, un peu? Je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a un truc de revanche comme ça, de vous m'avez pas écouté, maintenant je parle tout le temps. Alors, oui, complètement. Franchement, ça me paraît aussi basique que ça, mais ouais, je cherche l'amour là où j'ai pas eu l'impression. Je vais pas dire ça parce que j'ai pas envie que si ma mère entend, elle va dire à quoi je l'ai pas aimé et tout, c'est pas le cas. Mais je pense que l'attention, je l'ai pas eu, j'ai pas eu beaucoup d'attention. J'aurais aimé avoir un peu plus d'attention. Donc j'ai soigné ça comme ça et tout va bien maintenant. Du coup, j'en ai fait un truc super sympa. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et t'as pas peur tu vois, quand on fait souvent quand on ne fait quasiment que des projets en public où justement on reçoit plein d'amour des gens, ouais. de plus être capable de faire des choses juste pour toi, sans avoir de spectateurs, tu vois. Alors, faut savoir une chose, c'est que je fais tout ce que je le fais pour moi, pour me sauver, pour aller mieux. Tous les spectacles que j'ai écrits, c'est pour, tu vois, je suis en paix avec mes parents là. Une bonne soirée, mine de rien, ça m'a mis en paix avec mes parents, ça m'a mis en paix avec pas mal de choses. Ça m'a donné une ligne directrice avec laquelle je suis d'accord dans ma vie. Pulsion, ça m'a sauvé de plein de choses. Bref, ça m'a sauvé de plein de choses. En fait, je fais beaucoup de choses pour moi. Et je pars de mon intime. Et après, si ça tape dans l'universel, tant mieux, c'est que j'ai bien bossé. Sinon, je revois ma copie. Ouais, mais s'il n'y a pas de spectateurs, ce projet n'existe pas. Ouais, mais j'adore jouer dans une salle de 3 comme une salle de 6000. Donc, c'est un vrai truc, ça? Je te jure, c'est la vérité. Ah ouais? Ah ouais, moi, j'ai adoré rôder dans des toutes petites salles et tout. J'ai adoré ça. J'adore. Je trouve même c'est là où je suis meilleur, dans les toutes petites salles, parce que je me remets en mode le mode tout à mes débuts, quoi. Genre, ok, c'est parti, quoi. Il faut les convaincre. Tu dois convaincre, tu dois montrer. Il y a que le vrai, quoi, qui sort. Il y a rien. Tu peux pas faire jouer. Tu peux pas faire. Ils sont pas là, les gens. Tu dois les rentrer dans ton show. Non, c'est kiffant de jouer dans les toutes petites salles. Moi, j'adore ça, l'énergie. J'ai hâte en plus de repartir dans genre l'année prochaine avec Navo en tournée de rodage et tout, dans les toutes petites salles et tout. J'adore ça, vraiment. C'est là où je me sens le plus vivant. En plus, t'es pas encore sûr de ton texte, donc tu penses qu'à ça. T'es omnibulé par les idées, les portes que t'ouvres sur scène. C'est un moment de créativité énorme. C'est un moment de créativité génial. En plus, j'ai beaucoup de chance de le faire dans des bonnes conditions, donc vraiment. De pas me demander si les gens vont venir, tu vois, ou de me demander, tu vois,
Quand t'arrives, tu sais que c'est complet, tu dis putain, c'est cool ça, au moins ça c'est un problème en moins, tu vois. J'ai beaucoup de chance et je sais la valeur qu'elle a en tout cas cette chance, parce que j'ai la chance de jouer dans ces conditions et de pouvoir créer. Vraiment, je suis un gamin quoi, un vrai gamin. Et là, le fait d'avoir joué... J'ai fait un petit rototo, je sais pas si t'as entendu, je suis désolé. Voilà, si vous avez entendu. Si tu veux, je le coupe. Sinon, je peux l'accentuer. Il était sur un mot, je pense. Donc, et le mettre comme générique. Là, tu me donnes les droits. T'as les droits du générique. Justement, le fait d'avoir joué une bonne soirée plus longtemps que prévu et d'avoir totalement changé de vie entre le moment où tu l'as écrit et le moment où tu le joues maintenant, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais un peu lassée? Est-ce que tu avais juste hâte que ça se termine mais en étant toujours très fière? Est-ce que tu avais l'impression d'être... C'est Bérangère Krief qui m'a dit ça l'autre jour et je trouve ça joliment dit, d'être dans des vêtements trop petits pour toi. Alors non, moi je suis toujours très content. Là, je vais jouer ce soir, je suis méga content de le jouer parce que je l'adore ce spectacle, je le trouve trop kiffant. C'est un spectacle hyper joyeux pour moi, beaucoup moins dur que Pulsion qui était un spectacle un peu plus deep. Là c'est un spectacle vachement joyeux, vachement... y a beaucoup de plaisir à le jouer, je vois, en tout cas d'après ce que je vois, les gens ont beaucoup de plaisir à l'entendre, donc c'est cool quoi. Ça crée un truc super. Je me mets dans la peau de toute façon, je raconte une des meilleures soirées que j'ai vécues dans ma vie, donc à partir de là c'est un flashback, donc on s'en fout que ce soit plus ma vie aujourd'hui, c'est un flashback. Ouais. Donc je pourrais le rejouer dans 6 ans, que ce serait pareil. Je pourrais d'ailleurs refaire, tu vois, je sais qu'il y a des gars qui font ça, ils rejouent des spectacles 6 ans. Le best-of qui vient de Le best-of. Non, mais je sais qu'il rejouer un spectacle, tu vois, ça peut être intéressant de refaire, même de rejouer Pulsion aujourd'hui, de voir un peu comment il a évolué, comment je me sens dedans, comment je le jouerais aujourd'hui, tu vois. Parce que mine de rien, tu le joues à un instant T. T'as quel regard sur tes toutes premières blagues? Elles sont... bien joué quoi, bien joué d'avoir fait le jeu, bien joué d'avoir essayé de comprendre si t'es marrant c'est bien joué quoi, bien joué d'avoir essayé, bien joué d'avoir cru en ces blagues. Je suis pas d'accord avec tout du tout, mais bien joué quoi, bien joué d'avoir essayé. Je suis hyper encourageant pour tous les gens qui essayent de commencer, y compris moi. On peut jamais savoir ce qui va se passer ensuite. En tout cas, on a persévéré, on a continué. Et on continue encore aujourd'hui, donc voilà. Puis c'est la même recette qu'avant, tu sais jamais de toute façon. Donc bien joué d'avoir essayé, et puis c'est le même process. À l'époque, je savais pas si ça allait faire rire, j'ai testé, il y a des trucs qui étaient drôles, des trucs moins drôles. Et c'est ce qui va se passer pour moi dans un mois, je vais tester des trucs, les trucs sont beaucoup moins drôles, les trucs sont drôles, les trucs sont déjà drôles, les trucs pas du tout, faudra travailler, des trucs où je soupçonne même pas qu'il y a de la drôlerie dedans, et en fait on en trouvera comme des chercheurs de pépites, tu vois. Donc ouais, je suis assez... le regard que j'ai sur mes premières blagues, c'est bien joué. Bien joué d'avoir essayé. C'était pas ça, mais bien joué. Est-ce que t'es encore plus stressé que quand t'as commencé à rôder une bonne soirée vis-à-vis du fait que là, tu viens de faire une tournée de Zénith? Ouais. T'es encore plus connu qu'avant? Et là, tu vas devoir aller rôder des idées où t'es zéro certain qu'elles sont marrantes. J'ai plus aucun stress par rapport à ça. Ah ouais? Ah non. Pourquoi? C'est mon métier. C'est bon, je m'en fous en fait. Je vais dans des endroits où la scène sera gratuite, où les gens ils vont venir voir des blagues, je pense qu'ils seront contents de me voir, moi je pense que je serai content de jouer. S'ils me connaissent pas, tant mieux, je dois les convaincre. S'ils me connaissent et qu'ils m'ont déjà vu un peu marrant, ils vont se dire il est moins marrant, ils testent. Alors ils testent des trucs, ça fait partie du process. Je pense que maintenant c'est un peu démocratisé le côté genre j'essaye des blagues, tu vois, je fais un nouveau sketch. Je me mets à la place d'un gars, que imagine que j'aime bien, que je suis depuis des années, et je regarde et je le vois monter sur scène, je suis pas au courant qu'il vient, il teste des trucs, ça va pas marcher, je vais pas dire c'est terminé, je ne leur ferai plus jamais. Après les gens ils ont un avis, mais ils ont un avis temporaire, ils ont jamais un avis définitif parce qu'ils t'ont vu 5 minutes prendre un beat dans une scène où t'étais pas censé venir, où c'était vraiment en mode on est dans un comedy club, on est là pour travailler, on est là, tu vois. En fait, moi je n'ai plus aucun stress par rapport à ça, et au contraire je pense que ça va même se ressentir quand je vais jouer, je vais faire allez, c'était pas mon meilleur passage, mais il y a mon spectacle sur YouTube si vous voulez, bisous. Tu vois, de l'assumer, de dire c'est pas grave. Et en fait, une bonne soirée, ça s'est construit aussi sur des échecs. Et je me rappelle, je suis venu une fois en Belgique, j'ai joué sur une scène, j'ai fait 15 minutes de silence, quoi. Et un moment d'une bonne soirée, j'ai joué en Belgique, j'ai testé les 15 minutes, elles marchaient de ouf un peu partout. En Belgique, elles ont fait 15 minutes de silence. Je pense que j'étais pas dans la bonne énergie. Et du coup, j'ai rectifié, et du coup, ça a été. Mais je me rappelle de 15 minutes de silence où tout le monde m'écoutait. Alors, c'était sympa. C'est déjà ça. Ouais. Mais, je sais même pas s'ils m'écoutaient, tu vois. J'ai l'impression d'être un dramaturge, de faire mon monologue dramatique, dire les gens, waouh, on sait pas ce qu'ils pensent. Ils disent rien. Et c'est pas grave, ça fait partie de ça. Est-ce que c'est comme un...
Je vais même te le dire, c'est comme un mauvais article de presse. Ça change rien à ta life. Ouais, non, c'est vrai. Mais je sais On pas, dit genre, non, j'ai un mauvais article de presse, les gens ne viendront pas. Non, les gens viendront, et puis s'ils ont aimé, bah, ils en parleront. Et s'ils n'ont pas aimé, bah, ils en parleront pas. Rien n'est si grave que ça. Et je te jure que le test, dans des salles et tout, connues, pas connues, il faut chercher le bon moment, tu vois, essayer de créer un truc un peu magique, quoi. Je n'ai vraiment absolument pas peur de monter sur une scène avec 10 minutes totalement nouvelles et me planter totalement, me dire, bon, je l'ai pas réussi. Je m'en voudrais si j'ai pas bossé. Là, je me dirais Kian. Parce que là, c'est de ta faute, quoi. Ouais, je m'appellerais par mon prénom. Je dirais Kian, pas cool. Non, je me dirais. Je mettrais pas le nom aussi. Kian Kojandi. Kian Kojandi, vous n'êtes pas cool. Non, je serais pas cool. C'est-à-dire que t'as pas été cool avec toi-même. Quoi. Tu t'es mis dans de beaux draps et en plus derrière, t'as eu de la mélasse et t'as tout cherché en fait. Alors que si t'as bossé et que ça marche pas, bah, tu peux pas savoir. De toute façon, tu peux pas savoir si c'est drôle. Et même moi, ce soir, je joue là, ça va être ma 400e. Je vais être là, genre, 400. je sais pas, mais tu vois, même 800e, je sais pas, parce les passages, je les ai joués tellement de fois que si tu les mets bout à bout, on peut monter à 800, 900, tu vois. Mais j'ai l'impression de, par exemple, il y a des sketchs, j'ai déjà joué 800 fois, tu vois, c'est sûr. En les gens jouent 5 fois par soir, 6 fois par soir, 7 fois par soir, ça va très vite. Donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait réellement ? Ce soir, je vais monter sur scène et je sais que 5 minutes avant, je vais voir mon pote Vincent, mon régisseur de tournée, je vais dire, ça va être bien ou pas ? Il va me dire, mais oui, ça va être très bien, ça va rigoler, ça va être bien ou pas ? Je vais appeler ma femme, je vais faire, tu crois que ça va être bien ce soir ? Et j'aurai toujours ce doute. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça. Et c'est comme une mascarade. C'est comme si je disais, non, mais je sais pas si ça va marcher, c'est tout. Je le pense vraiment. C'est toi qui raccroche. Là, c'est ça. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi que ça fait une mascarade. Mais ça fait plaisir quand même. T'as pas envie de raccrocher, tu vois. Mais il va se passer ça ce soir. Je sais qu'il va se passer ça. 5 minutes avant, je vais voir Vince. Je vais faire, quand Navo va être en première partie, je vais être là, genre, tu crois que ça va être bien? Ouais, il me dit, ouais, ça va être chiant, mais tu vois, tout est la dernière. Attends, les gens, ils sont trop contents et tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, tu rentres dans un état brumeux de trac où, le doute arrive, l'adrénaline t'empêche de ressentir des choses, t'entends moins, tu vois moins. T'as les mains froides, tu vois, il y a un truc un peu, ça te met dans un état de doute, quoi. Et tant mieux. Et c'est quoi maintenant, si t'as moins peur de tester, de machin, parce que tu sais que c'est ton métier et que ça finira par aller, c'est quoi tes peurs concrètes maintenant ? Dans le spectacle ? Non, dans ta carrière. Dans ma carrière ? J'ai pas de peur. Je crois que j'ai débloqué beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui me booste vachement psychologiquement. Moralement, c'est vraiment une coach incroyable, quoi. À la maison, j'ai quelqu'un qui me booste de tous les jours, quoi, qui me dit non, mais ça, regarde ça, on peut améliorer, ça, on peut améliorer. Des systèmes de pensée, des schémas de pensée limitants que j'avais, en mode, tu vois, avant, j'avais toujours peur d'avoir peur sur scène. Oh, il se passe un truc, j'ai un problème, j'ai un point de côté, qu'est-ce qui va se passer ? Je peux plus assurer le spectacle et tout, Et j'avais ça en permanence, j'avais des flux de pensée terribles. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai compris que quand ces pensées arrivaient là, c'est que j'allais bien, tout simplement, c'est que tout se passait bien. Et donc, mon esprit trouvait un truc du genre. Attends, je te fais un peu le bilan. J'étais un peu éduqué dans le mode du si tout va bien, c'est qu'il y a un problème. J'ai un peu ça, tu vois. Genre, par exemple, j'étais chez moi tout seul, et quand mon père rentrait, c'était qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, moi, j'étais tranquille en train de regarder des dessins animés, tu vois. Et c'est genre, qu'est-ce que vous avez fait là ? Quand j'étais pas là. Tu sais, il y avait toujours une suspicion de waouh ! Genre, merde, j'ai fait une connerie, je savais même pas que j'ai fait une connerie. Je mangeais des gâteaux, je regardais des dessins animés, j'ai fait une connerie, visiblement. J'ai toujours grandi un peu avec la peur d'avoir fait une connerie, d'avoir fait un truc, tu vois. Et j'ai toujours été un peu éduqué comme mes parents, toujours un peu. Je pense que c'est leur reste, leur parano d'avoir vécu dans une dictature. Tu vois, genre attention, fais attention, méfie-toi, fais attention. Les autres, fais attention des autres, les autres, attention les autres, tu vois. Et je pense qu'ils m'ont transmis un peu ça. Et du coup, j'ai jamais été trop dans une quiétude. Et je pense que ça a programmé mon cerveau à être dans une inquiétude permanente. Si tout va bien, c'est que tout va pas bien. Par exemple, je peux être devant une standing ovation pendant des années, ça m'est arrivé. Je fais une standing ovation de moi, je fais les gens ils sont contents, mais à un moment donné ils vont plus être contents. C'est-à-dire qu'au lieu de kiffer la standing, je suis déjà en train de saboter la standing, tu vois. Et je me dis putain c'est fou de vivre ça comme ça. Et puis avec ma copine, ma femme, on a reprogrammé ça, quoi. Comment ? Elle m'a fait comprendre. Elle m'a dit tu vois, quand dans la vie tu les as ces pensées un peu négatives dans la vie. Je fais non. Elle me dit ouais c'est tu les as quand ? Je fais je les ai sous la douche. Quand je suis bien sous la douche, tu vois, t'es bien sous la douche, à ce moment, t'as des pensées négatives. C'est cool, t'es bien, tu ressens le bien-être, bam, t'es programmé pour ressentir une pensée négative. Comme une compulsion, comme ça, plat. Tu vois ? Elle me dit, tu remarques, là, t'es bien, là. Et c'est à ce moment-là, c'est quand t'es bien, hop, il y a un truc qui vient te perturber. C'est comme un programme informatique. C'est genre, il est dans le bonheur, boum, envoyez-lui un et si.
Et ben quand j'étais sur scène, j'étais trop bien. Et elle me le dit, ma femme, t'es fait pour ça. T'es vraiment fait pour monter sur scène et tout. Et t'aimes ça, ça se voit et tout. Et quand t'es dans ton élément, t'as un SI qui arrive. Et maintenant, quand le SI arrive, je fais ouais, je te connais, je t'ai vu arriver, je te vois arriver derrière ton bosquet, t'étais là. Tu sais, comme un monstre que tu vois déjà caché derrière un mur, tu le vois un peu comme ça. Tu vois les pieds qui dépassent sur le rideau. Tu vois les pieds du monstre. Là, je le vois, le monstre. Et là, il y a les pieds du monstre. Je vois la queue du monstre. Donc, tu vois, c'est un peu ça, ouais. Donc, j'ai vachement réglé, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Avec cette tournée, ça a été fou. J'ai pris vachement de plaisir sur scène à jouer, à enlever ce SI. Et c'est un SI qui me bousillait pas mal, en fait. Qui me bousillait pas mal de moments. Quand je jouais Pulsion, je peux être très honnête avec toi, quand je fais le sketch sur la mort de mon père, là, j'ai 14 000 et si dans ma tête. Et si tu te mets à pleurer. Et si tu dis aux gens, on va rigoler, mais en fait, tu te mets à pleurer, c'est dramatique. Et les gens, dans la salle, du coup, ils sont déçus, tu les déçois. Tu peux pas, t'as pas le droit. Et du coup, ça te crée une pression. T'es là, tu dis, mais je suis enfermé, je suis sur scène. Et t'as plein de pression. Et t'as une vague de pensées qui te détruit la tête. Et en plus, je suis très sensible à la pensée compulsive. C'est très dur à moi de les gérer. C'est très, très compliqué. Alors maintenant, j'ai 40 ans, donc j'arrive un peu plus à les voir, à me dire, à prendre du recul. Mais ça a été un vrai combat. C'est quoi que t'appelles pensée compulsive? C'est justement tous les SI. T'as un flot de pensée totalement incessant que tu peux plus maîtriser, quoi. C'est marrant que moi qui ai souffert de ça ai écrit un truc comme Bref, qui est vraiment un flot de pensée incessant. Bah c'est logique. Ouais. Fallait bien les mettre quelque part. Ouais, je l'ai mis quelque part. Tu vois, c'est assez intéressant. Mais je le sais qu'après coup, ça. Je me dis, en fait, j'étais dans ma nature profonde à ce moment-là. Ok. C'est chiant ce que je raconte ou pas? Mais non, pas du tout. Ok, tu me dis. Hein. T'inquiète. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus et j'ai plus de peur et j'avance sans peur. J'avance avec du doute, mais pas de la peur. J'ai plus peur. Et là, c'est quoi ton plus gros doute alors pour la suite? Le doute, bah c'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça, je vais bien le rentrer? Là, il y a un effet, faut pas que je le rate. Faut être attentif, quoi. C'est visualiser ta course, tu vois, un peu comme un coureur. Ok, à la 40e kilomètre, tac, on prend l'eau. Ça, c'est pour le spectacle que tu joues. Ouais. Pour l'instant. C'est pareil pour un 5 minutes, hein, tu vois les mêmes choses. Mais pour la suite, dans la globalité, on va dire. De ma carrière? Ouais. Je prends les choses comme elles viennent, hein, les idées elles arrivent. Là, on veut écrire un projet un peu plus long avec Navo, donc on va se poser, on va discuter pendant des heures et des heures, à se prendre la tête pour un détail. Des fois, ça arrive des fois, ça ira lentement. Maintenant, je connais le process, quoi, ça roule. C'est un process qui roule, et puis c'est un process qui nous remet sainement en cause en permanence. Mais je pense que ça, c'est une pierre angulaire assez intéressante pour pas devenir le boomer de toi-même. Tu vois, de réitérer des recettes qui ont marché et de se dire c'est bon, ça va marcher. Non, toujours d'avoir ce doute et d'avancer avec une remise en cause permanente. Et si, ah ouais, mais non, mais attends, c'est peut-être un peu simple ce personnage. Ouais, t'as raison. Ça me fait chier que t'as raison, mais t'as raison. Faut qu'on aille creuser un peu plus loin. Faut qu'on lui invente un peu plus de choses. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, putain. Ouais. C'est quoi, toi, le truc où t'aurais peur de devenir le boomer de toi-même, tu vois? Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis putain, ça faut que je fasse gaffe parce que sinon je vais devenir un vieux con? Je pense que tu deviens un vieux con le jour où tu n'acceptes plus de jouer le scénario des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit mais attends, non, quand t'as dit ça, t'avais pas forcément raison, parce que nanana, et toi tu dis oh non, rien à foutre, j'ai raison. Là c'est bon, là t'es parti pour être, tu mets des briques de certitude autour de toi et tu t'enfermes dans une sorte de maison sans porte et sans fenêtre. Et là c'est parti jusqu'à tes 75 ans tranquille, où là tu penses que t'as raison. Ou soit tu acceptes de te dire, et si je me mettais, tu déclenches un peu l'empathie, et tu te mets à la place des gens, et tu dis, ah oui, en fait, je comprends. Ok, d'accord. Donc c'est ce que je dis dans le spectacle, hein. J'ai compris parce qu'à un moment donné, il y a plein de réalisations que de mes 20 à mes 40 ans, je réalise plein de trucs dans la vie, parce que c'est un spectacle où je montre que j'ai eu tort, parfois dans ma vie, et que ça arrive d'avoir tort, tu vois, surtout quand t'es jeune. Donc sur certains sujets, tu te dis, putain, j'avais tort, en fait, j'étais con. En fait, t'expliques que t'es con, donc on en rigole en plus avec les gens. Et enfin, j'ai réalisé que 2 personnes peuvent avoir... Je me suis embrouillé sans raison dans des débats sans fin, jusqu'à me rendre compte que 2 personnes peuvent avoir raison en même temps. Et en fait, ça veut dire beaucoup de choses, cette phrase. Elle passe un peu en filigrane, mais elle est très importante pour moi. Dans ce que tu dis, ouais, je vais accepter, je vais jouer le scénario des autres. Peut-être que ma femme, quand elle me dit que... Alors, je fais une petite parenthèse. Il faut accepter aussi que tu es entouré de gens, à partir de mon âge, tu commences à t'accepter de gens, tu es entouré de gens hyper sains pour toi. Tu as fait le tri des gens qui voulaient te manipuler ou qui voulaient absolument te faire, tu vois, qui voulaient pas ton bien, quoi. Maintenant, je suis entouré de gens extrêmement sains. J'estime que mon entourage est assez clean. Donc, quand mon entourage me dit ça c'est chambé, ça c'est pas chambé,
je les écoute. Et c'est accepter de les écouter, même si ça fait chier. Genre, putain, j'ai dit ça, putain. Récemment, je me suis un peu embrouillé avec Navo et ma femme elle m'a dit ah non, t'as eu tort. Je fais ah bon. Bon, bah j'ai eu tort alors, désolé. J'ai pas cherché à faire oui, mais non, enfin, tu comprends pas et tout. On s'est embrouillé vite fait, on s'est embrouillé 3 minutes. Mais j'avais tort. Donc tu vois, je pense que c'est d'accepter jouer le scénario des autres. C'est intéressant. Et si dans notre opposition, c'est la personne en face qui avait raison. Et si tu tombes sur quelqu'un qui est manipulateur, bah c'est risqué. Mais au moins tu sais qu'après, manipulateur, tu les détectes à un moment donné. Tu dis bon, bah là en fait, je me suis fait un peu manipuler. Libre à toi de te barrer. Si tu penses que tout le monde le détecte ? Bah, à un moment, tu détectes que t'as mal au ventre quand même. Que t'as un peu trop mal au ventre. Si dans une relation, tu te fais manipuler, amicale ou même sentimentale, à chaque fois t'as mal au ventre quand tu vois la personne, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est pas que, tu vois, c'est que t'es pas bien accompagné. Hein. Le mal de ventre, on l'a en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Enfin, je sais pas. Non, t'as pas mal au ventre quand tu te fais manipuler ? Ben moi, il y a des gens, ouais, mais je suis pas sûre que tout le monde voit ça. Et quand tu te fais rabaisser en permanence et tout, quand on te dit que t'as tort en permanence et tout, je fais ah waouh. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se laissent faire, entre guillemets, parce que je sais pas, il y a plein de raisons, tu vois. Ah oui, ça, mais je comprends le piège. Ça, c'est un piège. Ouais. Mais au fond de toi, tu sais ressentir quelque chose de négatif. Après, le fait que tu ne changes pas, ouais. Que tu n'aies pas les outils pour t'en sortir, ou que tu n'aies pas les amitiés nécessaires pour t'en sortir, ou l'envie ou la force de t'en sortir dans une amitié toxique ou dans un truc toxique, oui, bah c'est la vie. On apprend de cette expérience, justement. C'est compliqué. Au début, c'est compliqué de s'en sortir, d'ailleurs. C'est très compliqué de sortir d'un truc, d'un sentiment d'addiction à quelqu'un qui est toxique. Mais à 40 piges, ça y est, on commence à comprendre ce qui va pas. Alors, après 15 ans de psy, ça y est, on commence à... Toujours le même ou la même ? Toujours le même. Il est vieux maintenant. Il est vieux. Il m'a conseillé d'aller voir un psy récemment. Mon psy m'a conseillé d'aller voir un psy. Attends, quoi ? C'est marrant ou pas ? Mais pourquoi ? Il m'a dit, je vous conseille d'aller voir un confrère ou une consoeur. Je vous donnerai le numéro, vous appellerez. Mais pourquoi ? Parce que ça fait 15 ans et je pense qu'on est devenus un peu plus potes, quoi. Et puis tu sens que voilà, il est quand même arrivé à sa retraite, tu sens qu'il veut passer le flambeau. Il est juste marrant de... Est-ce que tu tries ce que tu lui dis ? Non, jamais. Non. Ah ouais ? Ah non, je dis tout. Ah non, s'il y a bien à un moment donné, il faut le confessionnal. Ah ouais, je sais pas, moi j'arrive pas à faire ça, il y a vraiment ce truc. Bah, je pense qu'elle le sait, elle devine plein de choses, elle est pas teubée, mais j'essaye toujours qu'elle m'aime, tu vois. Ah ouais, non. Et donc je fais le tri de ouf pour toujours paraître bien. Mais maintenant, elle le sait. Voilà. C'est marrant. Je veux que ma psy m'aime. T'en es là, quoi. T'es genre... Mais ouais. Non, j'ai pas du tout de... ouais. Mais j'accepte, tu vois, même avec les gens, j'essaie toujours d'être très honnête sur la manière de fonctionner, comment je suis et tout. Même mes collaborateurs et collaboratrices proches, sur les spectacles, les projets, la prod, tout, et tout, je leur donne mon manuel d'utilisation. Je dis alors voilà la problématique avec moi, voilà les choses chambées avec moi, voilà ce qui va pas, voilà ce qu'il faut. On avait beaucoup parlé dans le premier épisode du fait que t'avais peur, genre t'avais tout le temps peur de la dépression, et t'avais besoin d'être toujours vigilant à ça, que t'avais besoin sur les 3 jours il faut que t'aies couru, que tu sois activé, que t'aies écrit. Écrit, cours, joue. Voilà. T'as encore ça ? Ouais, mais maintenant c'est rentré dans ma vie donc je le fais naturellement. Mais c'est possible de faire ça en ayant un enfant et une tournée ? Bah, en tournée, tu joues le soir, du coup, t'as rempli le cahier des charges. Tu joues. Courir, bon, bah, c'est faire du sport. S'éveiller un peu le corps, te balader, te promener, voir le soleil, quoi. C'est faire autre chose, c'est sortir de ta bulle. Reste pas devant ton ordi jusqu'à 14h et après mange un vieux truc parce que t'es affamé. Et après, jusqu'à 17h, 18h, tu restes dans la pénombre. Et tu dis, mais il faut allumer la lumière. Maintenant, il fait nuit, donc tu allumes la lumière. Et puis, en fait, t'as passé toute la journée recroquevillé sur toi-même. Après, il faut que tu ailles jouer le soir, t'es complètement cassé. Donc ça, c'est court. Joue, c'est... quand t'as un enfant, tu joues beaucoup. Mine de rien, tu te mets à faire beaucoup de conneries. C'est vraiment mon premier spectateur, hein, mon gosse. Hein. J'arrête pas d'essayer de le faire rire. Je n'arrête pas. Mon but dans la vie, c'est que cette première année de vie qu'il vit, il l'ait passée en se tapant des barres pour que toute sa vie, quand il se dise, quand je rigole, j'ai l'impression qu'on est en famille, c'est cool, mais j'ai l'impression d'avoir un bon truc, d'un truc ancré dans son système. Il paraît que les premières années sont hyper importantes, c'est ça. Ça ancre ton système, ton profond, toi.
Et je me dis, s'il va taper des barres et qu'il est en confiance, en rigolade, en câlin, je me dis, on va essayer d'ancrer ça dans son système, quoi, de dire que la famille, c'est la rigolade et on se prend pas la tête. Et, il sera pas humoriste, hein. Pas grave. Il fera tout ce qu'il veut dans la vie pourvu que ce soit une star de l'humour à 5 ans, c'est tout. Non, il fera ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Pas grave. Il fera ce qu'il veut. J'essaierai de voir quand il arrêtera parce qu'il a peur ou de voir quand il arrêtera parce qu'il en a marre. C'est pas pareil. Tu vois, d'essayer de l'aider, de dire ah mais là il a peur. C'est pas pareil. Il a peur de se réaliser. C'est pas la même chose que d'en avoir marre il veut devenir prof d'histoire. S'il me dit ouais, je sais pas, non mais l'histoire ça me fait chier, j'aime pas finalement. J'adore l'histoire, t'es con quoi. C'est trop bien, je dirais t'es con quoi, tu vois. À 6 ans, mais t'es con quoi. Non, je dirais mais non mais t'adores ça. Vas-y, fonce. T'avais vu le spectacle de Daniel Sloss? Non. À un moment, il a un angle où il dit le problème avec mes parents, c'est qu'ils étaient comme trop à l'écoute et tout, et c'était horrible parce que tu peux pas te rebeller parce qu'ils étaient d'accord avec tout. Et il disait de tout tester. Ça va être un peu ça. On verra, non, mais on verra. Après, je pense que, attends, je suis pas du tout pas parfait. Hein. Moi, il va avoir des choses à me reprocher, ce garçon, c'est sûr. Il y a des trucs, mais je pars du principe que si j'ai mal agi, je lui dirais. Je me suis mis en colère, j'aurais pas dû. Ouais. C'était nul. Papa, il a fait une erreur. Désolé. Mais c'est touchy, je trouve, parce que d'un côté, je pense que c'est ce que je voudrais faire aussi si j'avais des enfants. Mais d'un côté, je me dis, moi, j'aurais pas voulu... Enfin, je crois que j'aurais pas voulu, en tant qu'enfant, comprendre que les adultes étaient faillibles. Sinon, j'aurais jamais été en confiance, tu vois. Justement. En fait, ça met un terme au mensonge du les gens sont parfaits sauf moi. C'est un mensonge dans lequel j'ai beaucoup grandi. Hein. Les gens n'ont pas peur quand ils ont des contrôles, les enfants sont ok, tout le monde va bien, faut pas pleurer, c'est pas grave. L'idée de j'ai pas peur, allez c'est pas grave. Non, on assume les sentiments, on assume les émotions et on voit, on fait avec quoi. Et c'est pas grave d'en avoir. On n'étouffe pas. Au contraire, on exprime. Après, voilà ce que ça donnera, on verra. Mais chez toi, il y a ce truc, j'ai l'impression, beaucoup de tu vois, un peu genre capitaine bienveillance. T'essaies de comprendre, de bien communiquer. C'est vrai. Mais justement, tu vois, il y a un truc comme... est-ce que à force de tout contrôler, de tout essayer de bien gérer, il n'y a pas quelque chose de... Tu vois, comme dans le clip de Je te déteste, tu vois un truc de... comment... Elle est où ta soupape? Là où tu mets ta rage, là où tu mets ta colère. Parce que j'ai l'impression que ça n'apparaît que dans ta musique, en l'occurrence pour l'instant, et que tout passe par... T'as l'impression que je suis quelqu'un de lisse? De lisse, non, mais qui... Contrôle même la rage? Ouais, mais je suis pas sûre que ce soit contrôlable. En fait, la rage, on peut en parler, la rage, si tu veux. La rage, est-ce que c'est un sentiment juste ou injuste? Et généralement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais vénère ou en colère d'un truc, j'étais pas vraiment très honnête aussi avec moi-même à ce moment-là. J'étais un peu fautif. Ouais. Et que je portais plus la faute sur l'autre qui avait un peu fauté aussi, en me disant tu vois, je suis un peu fautif en fait dans l'histoire. Donc avoir le sentiment de colère, c'est totalement sain. L'exprimer en s'acharnant sur les gens, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas parce que t'es en colère, tu peux dire je suis très en colère. Là, je suis vraiment en colère là. Ouais, mais t'as l'air d'un psychopathe du coup. T'es en colère. T'as le droit d'être en colère. Je sais pas, je suis en colère. Ouais, je suis en colère là. Je suis vraiment en colère, je suis pas bien là. Là, je suis... Mais tu fais quoi quand t'es en colère alors? Rien, j'en parle à ma femme, j'en parle à mes amis. Mais toi, y a pas un truc où tu dois la lâcher? Tu veux pas, genre, je sais pas, du sport ou un machin, ou un truc où il faut physiquement... Non, mais j'y réfléchis surtout, mais je rumine beaucoup après. Hein. Je suis là, j'essaie d'analyser le truc. À tort, des fois, j'y arrive pas. J'ai plein de billets de j'ai raison en fait, ça marche pas. Quand il y a une situation de colère, ça m'est déjà arrivé d'être en colère, de dire les gars, je suis en colère quoi. Ça m'est déjà arrivé d'être en colère contre quelqu'un parce que c'était totalement insupportable que la personne elle te trahisse comme ça quoi. Je dis mais là tu fais n'importe quoi là c'est n'importe quoi, c'est de la trahison là, pourquoi tu fais ça? D'être en colère, de dire c'est pas possible, t'es en train de me trahir là. T'es en train de trahir tout ce que tu fais, t'es en train de partir en couille, je te le dis sincèrement, c'est pas cool, tu nous fais du mal, c'est pas cool. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas... Je cherche là, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis contrôler l'enfant. Au contraire, le contrôle, c'est pas ça. Contrôler l'enfant, c'est genre non, je lui dirais que machin. Non, au contraire, c'est improviser avec ce qu'il a et ce qu'il vit.
Si lui, il a jamais eu de problème de doute ou de quoi que ce soit, bah tant mieux, on va pas en créer, tu vois. Je veux dire, ok, c'est parti. Mais il y a beaucoup d'impro. La ligne directrice que je me donne avec mon enfant, avec ma femme, c'est on verra. On verra sur le moment et on essaiera de jouer sur le moment. Et si on est agacé et qu'on lui montre qu'on est agacé parce qu'à ce moment-là, on est fatigué, bah voilà, on s'en fout. On lui dira désolé, papa et maman, ils étaient un peu agacés. Mais c'était pas contre toi. C'est quoi que ça t'a appris le plus d'être daron ? Il y a un truc, c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est fou, ça. L'amour inconditionnel. Et je pense continuer ce délire du putain, j'aime mon fils de manière inconditionnelle, quoi. Je l'aime de manière inconditionnelle. C'est inconditionnel. Quand même fou dans ce monde d'avoir des choses inconditionnelles. On est dans un monde rempli de contrats. Là, il y a 0 contrat. Là. Aucune condition. Je t'aime. Point barre. Je le ressens du plus profond de mon âme. Voilà, ça, je savais pas. Je savais pas que ça se multipliait aussi tous les jours. Tu l'aimes encore plus. C'est comme l'amour que je vis avec ma femme. Tous les jours, c'est mieux. Je connaissais pas ça. Pour moi, l'amour, c'était une jauge. Et une fois que tu tombes amoureux, la jauge, elle descendait. Et après, il n'y avait plus de jauge. Après, tu dis, bon, on se sépare. J'ai fini la jauge. Salut. Ah ouais, là, c'est la première fois où tu... C'est la première fois où il n'y a pas de jauge. C'est la première fois où tout grandit. Et ça, je savais pas. Moi, je savais pas que ça existait, ça. Donc, je comprends maintenant les chansons à la con. Mais je suis pas un mec sous contrôle, sous pape. Non, quand je suis en colère, je le dis, quoi. Mais t'es pas obligé de gueuler quand t'es en colère. Quand t'es pas content, tu peux le dire, je suis pas content. Je suis pas content. C'était pas ce qui est prévu, je suis pas content. Mais c'est pas je sais pas, quelqu'un te lâche dans un projet ou quelqu'un, il y a des trucs, ça t'arrive, les gens, ils sont, tu vois, ils te disent oui pour je sais même pas pourquoi ils te disent oui et puis après en fait ils se barrent. Bah, c'est relou quelqu'un qui se barre d'un projet, qui dit ouais carrément compte sur moi et puis il se barre. Un gars il m'a dit ouais il fait des réunions et tout, après du jour au lendemain il y a plus personne. Il dit où allô. Mais en fait ce qui est étonnant chez toi, je trouve qu'on dirait que t'as pas les bassesses habituelles de l'être humain, tu vois. C'est quoi les bassesses de l'être humain? C'est-à-dire moi j'ai tendance à me dire dans la théorie, il faut toujours essayer d'encourager les gens parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec les chances qu'il a et tout ça et tout. Et je le pense vraiment. Mais à côté de ça, je suis une petite connasse. Et des fois, je snap. Et je suis comme, oh, lui, c'est vraiment un tocard. Et tu vois, je commence à mépriser des choses, probablement. On peut faire un jeu? Vas-y. C'est quoi la bassesse que t'as eue à mon égard? Je sais pas. Intéressant. Là, c'est parce que je pensais à des exemples, vraiment un truc. Je pense que c'est quand les gens ils font un truc que moi je ne m'accorde pas. Et du coup, je les déteste un peu pour ça, tu vois. J'ai vu, ouais. Genre les gens qui font du taf que je trouve paresseux, c'est parce que moi j'aimerais pouvoir me contenter de faire un truc paresseux et être fière de moi comme eux ils ont l'air fiers d'eux, tu vois. Il y a un peu ce truc et donc je les méprise alors que je sais que c'est moi le problème. Ah mais ouais. Et t'es jalouse? Pas jalouse en amour, jalouse du succès de quelqu'un? Envieuse? Ça dépend. Ça, c'est un peu des trucs, c'est un peu des sentiments un peu bas, ça. C'est un peu sentiment un peu que tu contrôles pas. Non, envieuse, non. Envieuse, c'est pas problématique. Envieuse, c'est juste tu aimerais quelque chose que quelqu'un d'autre a. Mais t'es frustré de pas l'avoir sur le moment, c'est ça aussi. Ça, franchement, ça va. Maintenant, je m'en fous un peu plus. Non, c'est plus ces gens que vraiment dont j'aime même pas le travail, tu vois, dont j'aime même pas ce qui dégage et tout ça, mais c'est juste il y a un truc vraiment qui se sent irrité chez moi. Et tu vois, ça c'est une des bassesses ou des trucs où je me dirais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me sens comme ça alors que vraiment ça va faire rien d'avancer du tout? Ouais. C'est un peu la problématique de l'humain, ça, ce que tu racontes. Ça peut s'appliquer à tous les sentiments humains. Pourquoi je pense ça maintenant? Ouais, mais toi justement, t'as pas l'air d'avoir ces dilemmes-là. T'as l'air d'avoir tout clear comme ça. Si, j'ai ça. Mais tu le caches très bien alors. Ouais, non, des fois je suis en galère. Hein. Des fois 2h du mat, je suis là et puis je suis obligé de me dire mais attends, y penser maintenant, ça changera quoi dans ta vie? Et si la réponse est rien, bah viens, ça sera le problème de Kian de demain. Bisous, bonne nuit. Là, ça sert à quelque chose d'y penser maintenant, il va se passer un truc? Non. Et la plupart du temps, 99,9% du temps, toutes les problématiques que tu as ne sont pas urgentes et n'ont aucune raison d'exister à ce moment-là. Et t'arrives à suivre ce conseil? Bah, plus tu l'appliques, plus il devient naturel chez toi, plus ça devient un réflexe. Par exemple, je t'explique. La plupart du temps de mes problèmes, ça n'a jamais été des problèmes. Quand je me rends compte que je me retourne là dans ma vie, je fais putain, tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie n'étaient pas des problèmes. C'est fou en fait.
je me suis toujours senti des fois sous une épée de Damoclès. Il y en avait pas. C'est juste toi-même qui l'as planté tout seul comme un con. En permanence. Ouais. En permanence, tu vois, j'espère que le spectacle va bien se passer. J'ai des problématiques que les gens ne peuvent même pas comprendre. C'est des problématiques dans ta tête, quoi. Quand on a fait 60 l'émission, tu te rappelles, on tourne à 20h, je crois, 18h, la première émission. À 16h, rien ne fonctionne. Tout plante. La répète se passe super mal. Et là, tu te dis, OK, là, il y a un problème. Là, il y a un problème et là, il va falloir résoudre. Il va falloir réfléchir, il va falloir être smart, il va falloir être judicieux dans l'organisation du truc parce que là, il n'y a rien qui fonctionne. Là, on va se planter. Là, ça va être un problème industriel, là. Là, il y a beaucoup d'argent en jeu. On peut planter le truc, là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on réfléchit. Ça, c'est pour te dire, c'est quand il y a un problème, bah, je gère. Mais des fois, je gérais alors qu'il n'y avait pas de problème. Donc, c'est ça qu'il faut savoir éteindre. Tu gères quand il n'y a pas de problème. Faut arrêter des fois. Faut calmer, quoi. Moi, ça ne m'a pas rendu service, de gérer des problèmes qui n'existaient pas. Ça m'a vraiment pas rendu service, Tout est interprétation de la réalité. Donc, à un moment donné, tu vois, si ton interprétation, elle est un peu paranoïaque, bah, tu risques d'avoir des problèmes qui n'en sont pas. Et donc, c'est à toi d'analyser, de dire, mais en fait, est-ce que je suis pas un peu paranoïaque là-dessus? Peut-être. Paranoïaque dans le sens soit compulsif, dans le sens maladif, dans le sens, tu vois, il y a des gens. Est-ce que quelqu'un qui souffre de paranoïa, c'est-à-dire de troubles paranoïaques vraiment maladifs, peut comprendre qu'il est paranoïaque? Je sais pas. Est-ce que lui peut se dire, mais attends, je crois que je souffre d'un trouble. C'est peut-être pour ça que je pense ces choses-là. C'est intéressant. Mais donc là, à plus basse échelle, quand toi, tu as une compulsion d'un truc, tu dis, mais attends, est-ce que j'ai raison de penser ça? Il y avait une phrase que j'aimais bien dans un bouquin, je sais plus quel bouquin, qui disait, quand vous comprenez que 80% de ce que votre pensée vous dit n'est pas vrai, ça vous soulage de plein de choses. C'est pas parce que tu as une idée que c'est forcément la vérité et que c'est une bonne idée. Je trouve ça intéressant. Dire, en fait, ma pensée peut dire de la merde. Waouh! Ça, pour moi, c'est un truc qui a révolutionné ma tête. Genre, attends, ma pensée peut m'envoyer de la merde? Je savais pas. Et après ça, il y a 10 piges, je dis, ah ouais, en fait, attends, c'est ce que je pense là, c'est de la merde ou pas, du coup? Tu penses que tu seras où dans 5 ans? Je sais pas, je serai chez WAM, quoi. Mais 5 ans, maintenant, c'est rien. Dans 5 ans, ça paraît fou. Mais dans 5 ans, mon gamin aura 5 ans. Il aura que 5 ans. Il sera toujours un gros bébé cadom. Il aura toujours besoin de moi. Il aura toujours besoin de moi. 5 ans, t'imagines, il sera encore plus... je sais pas. Donc tu vois, quand t'as un enfant, c'est ça aussi que ça a changé de l'enfant. Après, je veux pas faire le daron qui sait tout. Sincèrement, je vous le dis sincèrement, je fais un petit disclaimer. Là, ce que je pense, ça se trouve dans 6 mois, je le pense plus. Je vous le dis sincèrement. Voilà, ne vous pensez pas, mettez pas en tête, parce que vous avez un gosse de 7 ans en disant ouais, Kian, il y connaît rien, il vient d'avoir un enfant, il croit qu'il sait tout. Non, pas du tout. Je suis ce gars qui se dit, mais en fait, j'avais tort. Voilà. Peut-être que j'aurais tort. Dans 6 mois, je dis, mais j'avais tort. Désolé, si je vous ai un peu énervé. Non, dans 5 ans, je sais pas. J'espère que je serai toujours là pour mon fils. Et pour Navo? Je parlais de Navo. Oui, pardon. Je parlais de mon bébé. Non, rien à voir. Je parlais de Navo. Pardon. Attends, je refais les questions. Ouais. Et c'est quoi votre projet de long? Tu peux m'en parler? J'ai un projet de long, moi? Non, pardon. Votre projet plus long. J'ai un projet plus long, moi? Je sais pas, tu l'as dit tantôt, vous bossez avec Navo sur un truc un peu plus long, donc vous allez vous poser. C'est vrai. Écoute bien. Non, mais on écrit, on est en train de mettre les idées en place, voir comment ça se passe et tout. Mais on veut écrire des narrations plus longues maintenant. On veut s'amuser à faire des trucs un peu plus longs. Je pense que c'est l'heure de ta sieste. Ouais. Dans 5 minutes, j'ai encore 5 minutes. Ok. Il y a un truc qui m'avait marqué dans les interviews que j'ai lues dernièrement, c'est que t'en voulais aux gens qui, dans ce milieu, t'avaient donné de l'espoir. Et puis qui en fait, il y avait rien derrière, quoi. Et c'est pour ça que vous avez écrit bref au dernier moment, parce que vous vouliez pas commencer à taffer sur le projet tant que c'était pas entièrement signé. Et donc au final, vous avez tout écrit en 2 semaines parce qu'ils ont signé 2 semaines avant. Ouais, l'espoir, ça tue dans ce métier. C'est pas bien, l'espoir. L'espoir, c'est pas positif, l'espoir, dans ce métier. Y croire, c'est une chose. L'espoir, pas cool. Se dire, je vais tout faire pour que ça se passe bien et je vais tout faire pour que le projet aboutisse et je vais mettre je vais faire en sorte que tout s'aligne bien pour que tout se passe bien. Ça, ok, travailler dur pour avancer et tout, ouais. Mais l'espoir, j'ai l'impression que, de manière même plus globale, même pas parlons ailleurs de ce métier. Mais il y a des gens, ils aiment bien te dire quelque chose et voir que ça s'allume dans ton œil. Et eux, ça y est, ils ont joui, quoi. Ça y est.
Et après, derrière, il n'y a pas de suite. Ça, j'essaie de... C'est un truc que j'ai pas aimé qu'on me fasse. Donc, j'essaie de pas le faire, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit ça quand je travaille avec des jeunes talents et tout, genre des gens qui viennent d'arriver dans le métier. Je dis, bon, on essaye. Ça se trouve, ça va pas marcher du tout. D'accord. On essaye. Voilà, on appelle, on crée les rendez-vous. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas demain, c'est le salut. Ça y est, c'est parti, ça va être le gros carton de l'année. On essaye. J'essaie toujours de dire ça aux gens à chaque fois que je travaille avec on essaye, on passe un coup de fil. Ça se trouve, ça prend pas. Moi, je veux bien essayer. Mais viens, on essaye. Mais par contre, non, l'espoir, ça m'aurait tué, quoi. Si Canal m'a dit, mais c'est génial, on signe et tout, on signe pas. Ça m'aurait flingué de ouf. Plusieurs fois, j'ai vécu ça et c'est pas cool, en fait. Les gens, ils te tiennent avec l'espoir aussi. Il y a beaucoup de relations, de relations qui tiennent grâce à l'espoir. Des mensonges qui se renouvellent sur d'autres mensonges, qui se renouvellent sur d'autres mensonges, et après, toi, t'oublies, en fait, vu que t'as un tempérament, pas t'es un humain, quoi, t'oublies. Du coup, forcément, bah, les mensonges, ils passent, et ils passent, et tu te fais manipuler comme ça, d'ailleurs. Ça, c'est l'espoir. Dans toute manipulation, il y a toujours un peu d'espoir, sinon je pense qu'il n'y a pas de... Tu vois, l'espoir, c'est pas si... toi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Je sais pas, c'est quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, l'espoir, c'est pas un truc... L'espoir, je suis pas sûr que ce soit un bon mot pour moi. Pour moi. Hein. Y croire, grave. Visualiser les choses en disant, ouais, je vais le faire comme ça va être cool et tout, je vais tout faire. Si jamais ça se fait pas, bon, tant pis, occasion manquée. Ouais, mais c'est tricky parce que mais y croire même, il y a un truc très fourbe dans le fait que les symboles qu'on a de réussite et tout, c'est genre on voit que tous les gens qui ont réussi, 100% des gens qui ont réussi, ont travaillé très fort et donc on pense que 100% des gens qui travaillent très fort ont réussi. On peut rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé très fort qui n'ont pas réussi. Mais ouais, en vrai c'est la majorité et c'est ça qui est très... qui est horrible dans ce milieu, c'est qu'il y a des gens qui réussiront jamais. Mais est-ce que réussir, c'est travailler très fort ? Est-ce que c'est ça, réussir, au final ? Parce que ça dépend où tu places la réussite. La réussite, c'est quoi ? C'est avoir du succès, avoir des articles dans la presse, c'est dire que les gens disent « Waouh, bravo, c'est super dans la rue ». C'est ça, le succès ? Ou le succès, c'est de se dire « Putain, à la base, j'aimais pas ma vie, j'ai fait un autre truc et j'ai kiffé faire ce truc et je l'ai fait du mieux que je pouvais. Après, ça n'a pas eu la résonance que ça voulait, mais au moins, je l'ai fait, quoi. » Est-ce que c'est ça d'avoir réussi, peut-être ? Je sais pas, toi, c'est ça ? Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Hein. J'ai arrêté de vouloir réussir depuis bien longtemps. La réussite, comme on la présente sur les vidéos Instagram avec des sous-titres jaunes, c'est pas l'histoire de ma vie, ça. Moi, réussir, c'est... là, j'ai un objectif, c'est de dire, ok, bah, ce soir, il faut que je joue, bah, faut que je réussisse ce soir, quoi. Là, j'aurais réussi. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est un nouveau 5 minutes pour mi-février. Bah, j'espère me mettre en place, j'aurais réussi. Est-ce que j'aurais réussi à faire un truc super ? Je sais pas, mais au moins, j'aurais réussi à le faire. Tu vois, là, parce que là, je me dis, bon, bah voilà, j'ai le doute, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, c'est aller au-delà du doute, réussir. C'est passer à l'exécution, réussir, pour moi. C'est parce que avoir une idée, c'est facile. Mettre en exécution, c'est beaucoup plus compliqué. Et aller au bout de ton idée, c'est encore plus compliqué. Donc ça, c'est réussir pour moi. Donc, ça dépend où tu places la réussite. La réussite, je pense qu'il faut se poser la question en tant qu'artiste. Où est-ce que je place la réussite ? À quel moment je peux dire, c'est bon, j'ai fini le jeu ? Ou est-ce que tu joues à plein de jeux et que du coup, tu finis tout le temps des jeux ? Parce que sinon, tu finis jamais le jeu. Comme ça, tu me dis, t'es où dans 5 ans ? Je jouerai à des jeux. Je vais jouer à des jeux, puis j'espère que je réussirai dans ces jeux. Mais pour moi, c'est que tu fais un film, un long métrage, ou un 5 minutes de stand-up, ou faire des semis de radis pour ton jardin, la réussite, elle peut se placer partout dans ta vie. Ça dépend comment toi, tu vois les choses. Te lever le matin et te dire, putain, c'est cool, j'ai vraiment des amis cool, je bois un café, et je suis en compagnie de quelqu'un que j'aime, bah, c'est déjà une forme de réussite. Après, l'être humain a un besoin insatiable d'avoir plus, tu vois. Le genre de gars, quand il y avait des framboises, il bouffait tout. Donc, on a notre cerveau qui est programmé pour prendre plus. Bah, à nous de pas tomber dans la folie du plus, quoi. À nous de nous, tu vois. Alors, je peux pas faire Michel bienveillant, c'est pas ce que je veux dire. Hein, parce que tu me regardes avec ton, je vois bien, tu penses que. Non, mais là, non, j'essaie de te dire, voilà, juste, faut travailler là-dessus, quoi. Est-ce que tu es content de ce que tu as ? Si tu es content de ce que tu as, moi, j'estime que tu as réussi. Est-ce que tu es content le matin ? C'est content. Être content le matin, c'est ouf dans ce monde. Ouais. C'est ouf dans ce monde. Tu te lèves le matin, tu es content. T'imagines, c'est dingue. Comme sentiment, c'est dingue. Moi, je suis pas sûr que ma mère, quand elle a bossé pendant 25 ans comme ça pour nourrir le foyer, je suis pas sûr qu'elle était contente de se lever le matin. Elle était pas en mode wouh ! Je suis pas sûr que mon père était content de se lever le matin. Pas sûr. Donc, si au moins j'ai fait ça, bah, je leur rends hommage, tu vois. Je leur dis, bah voilà, moi, je suis content le matin. Cool. Donc j'ai une forme de réussite. Mais je me le rappelle en te le disant. C'est pas un truc que je me lève tous les matins, genre en mode Gandhi, tu vois.
Je me dis, putain, la réussite, c'est quand même... Non, c'est juste, faut se le rappeler, quoi. Parce qu'on oublie, on est des êtres qui... Je trouve que ça peut être intéressant de faire un 5 minutes de stand-up sur l'oubli. Je vais bosser, je vais en parler à Navo de ça. Sur le fait qu'on oublie en permanence. Et qu'on est obligé de se rappeler des trucs. C'est pour ça que les religions ont créé la prière, je crois. Pour dire, on rappelle aux gens 3 fois par jour. Parce que sinon, on oublie. On a des machines à résolution à oublier. Toutes nos résolutions, elles ont rejoint... il s'appelait comment ? Pim Pum Poum Poum, je sais pas comment. Tu sais, dans Et vice versa, il y a un jouet en forme d'éléphant avec une trompette d'éléphant et tout ça qui est tombé dans l'oubli. Toutes nos résolutions, elles sont tombées dans l'oubli. Voilà, elles sont avec Bing Bong. Voilà. Donc ça, tu vois, ça c'est intéressant de travailler sur l'oubli. Et je pense qu'on se ferait moins avoir aussi en politique si on n'oubliait pas. Parce qu'il y a trop d'informations, donc trop d'informations remplace, et du coup, nous, on est des êtres qui... Je pense qu'on est vraiment profondément des êtres qui oublions un peu trop, quoi. Après, je vais pas faire de généralité, parce que je suis un mec... En tout cas, moi, je suis un mec oubli. Des fois, je suis là, genre... Putain, il est sympa, lui, mais pourquoi je l'aimais pas ? Ah oui, mais il m'a fait un coup de pute, en fait. Tu vois, ça m'est arrivé plein de fois. Pourquoi on le fréquente plus ? Ah oui, mais il m'a fait un coup de pute, c'est vrai, putain, j'ai oublié. Ouais. Bah, écoute, ouais, c'est ça. Ça dépend où tu places la réussite, mais j'aime bien vivre avec le doute. Je le trouve sain. Je trouve qu'il envoie l'adrénaline au bon moment. Je trouve qu'il envoie le focus au bon moment. Et je trouve que quand il y a du doute, il y a du travail. Il n'y a pas de l'espoir, il y a du travail. Le doute, ça fait travailler. Tu dis, ok, je suis pas sûr de moi à 100%. Faut que je bosse. Faut que je répète. Faut que je refasse jusqu'à temps que ce soit bien. Et d'avancer comme ça. Mais on a déjà assez de problèmes dans la vie en entreprenant, donc on va pas commencer à se créer des problèmes qui n'existent pas. Merci Kian. Bisous. C'était l'épisode 2. Abonnez-vous. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans la description, je glisse tous les liens pour suivre Kian Kojandi sur les réseaux et regarder ses vidéos sur YouTube. Comme il l'a dit, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast via les plateformes pour recevoir automatiquement tous les prochains numéros. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet pour être tenu au courant de tous les prochains projets. Des bisous. Et puis je rappelle que cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le très très fort Maxime Moitieu, qui est également à l'origine de ce sublime petit générique.